Bonsoir à tous, c'est l'heure de la santé et nous y sommes. Ce soir, nous parlerons de la pharmacopée traditionnelle et la riposte contre la Covid-19. Nous le savons tous, la lutte contre la Covid-19 est une lutte généralisée qui implique plusieurs acteurs. Parmi ces acteurs, ceux de la médecine traditionnelle sont aussi interpellés. Qu'est-ce que cette médecine traditionnelle a pu faire depuis le début de la pandémie chez nous au Togo? La médecine traditionnelle a-t-elle contribué à quelque chose dans la riposte contre la Covid-19? Quel est son apport réel dans cette lutte et quelle est sa potentialité? Nous allons faire le tour de certaines questions ce soir avec deux professionnels de cette médecine. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à Santé d'abord. Bonsoir. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, nous avons deux invités ce soir sur le plateau. Maître Ukpejo. Maître, c'est bien ça, Ukpejo. Ukpejo, oui. Ukpejo Seidi Mohamed, alias Malam Kaolo. Il est praticien de la médecine traditionnelle. Il réside à Tchamba. Malam Kaolo, ça veut dire que vous êtes un footballeur? Je suis footballeur. D'accord. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous venez de la préfecture de Tchamba, c'est ça? Oui, je viens de la préfecture de Tchamba. Et vous êtes un professionnel de la médecine traditionnelle? Oui, je suis professionnel de la médecine traditionnelle. Je suis le président de l'ONG Abou Baba, spécialisé dans la recherche en médecine traditionnelle. Merci de partager le plateau de Santé d'abord ce soir avec nous. Merci beaucoup. Le deuxième invité, c'est Monsieur Akpagan Komlavi Godfrey, c'est bien cela? Exactement, madame. Voilà, vous êtes aussi un praticien de la médecine traditionnelle et vous venez d'Atapawé. Vous êtes le directeur du CMS Sauvons la vie humaine, c'est bien cela? Exactement, madame. Merci d'être là dans cette émission. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons parler ce soir, comme je le disais à l'entame de cette émission dans mon introduction, que nous allons parler du potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la Covid-19. Vous savez que depuis plus d'un an et demi, tout le monde entier est en proie à un virus dévastateur et donc vous êtes des acteurs clés de la médecine traditionnelle et on estime que vous avez aussi votre mot à dire. La première question, je veux bien l'adresser au maître Seidi Mohamed. Alors pour l'OMS, la médecine traditionnelle est une opportunité dans la lutte contre la Covid-19. Et cette déclaration, c'est du ministre nigérien de la Santé. Alors, dites-nous, de quelle opportunité parle-t-on? Comment doit-on comprendre cette déclaration? Merci beaucoup. La déclaration, elle est pertinente du fait que cette médecine traditionnelle que nous voulons changer l'appellation à la médecine africaine parce que la médecine traditionnelle, elle est encore plus locale. Donc, est une médecine mère et c'est une médecine qui, selon l'OMS, traite plus de 80% des patients. En elle, les patients font confiance. Et elle est aussi à la base de la recherche. C'est elle qui donne les molécules, les soupçons que les chercheurs peuvent transformer en molécules de recherche dans les laboratoires chimiques pour pouvoir faire des recherches. Alors, cette potentialité, elle est, je peux parler dans trois angles. L'angle de recherche, l'angle de prévention et l'angle de curation. Monsieur Akpagan, la médecine traditionnelle est une opportunité dans la lutte contre la Covid-19. Oui. Comment est-ce qu'on doit comprendre cela? Oui, c'est-à-dire quand on dit c'est une opportunité dans la lutte contre Covid-19, c'est tout à fait normal parce que même quand la Covid-19 a vu le jour, effectivement, on a aussi invité dans la médecine conventionnelle, même les médecins retraités sont revenus au poste pour pouvoir mener une lutte sûre. C'est ça. Voilà. Donc, étant donné que la médecine africaine ou la médecine traditionnelle est aussi une médecine mère, donc
il faut revoir maintenant si elle a encore d'actualité pour la situation actuelle. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'elle peut répondre? Est-ce qu'elle peut répondre ou bien elle est déjà garée ou pas? D'accord. Alors dites-nous aussi, nous sommes au Togo, nous sommes tous des Togolais. Oui. Et donc nous parlons ce soir de la médecine traditionnelle togolaise. Comment est-ce qu'elle se porte? Est-ce qu'on peut faire l'état des lieux brièvement? Notre médecine traditionnelle, comment se porte-t-elle? Bon, du côté des praticiens, je pense que même les médias en parlent de leurs actes. Ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir aider la population. Et aussi, je pense que à la genèse de Covid, même l'État a dépêché une équipe de praticiens de la médecine, disons, traditionnelle, togolaise, pour faire des recherches pour voir s'ils peuvent apporter leur rapport à la situation. Alors ça, peut-être c'est le point focal et aussi peut-être le ministère qui peut répondre à ça. Mais quant à nous-mêmes, nous sommes toujours actifs sur le terrain. Vous êtes toujours actifs sur le terrain. Madame Seydi Mohamed, l'utilisation des plantes médicinales, vous l'avez dit tout à l'heure, la médecine traditionnelle est une médecine mère. Ça veut dire que depuis qu'on a commencé par utiliser des plantes médicinales d'origine naturelle, c'est depuis la nuit des temps. Alors, plus d'un an aujourd'hui, le coronavirus sévit gravement. Alors, qu'est-ce que la médecine traditionnelle togolaise a pu apporter dans cette lutte? Merci beaucoup. Comme d'habitude, la médecine traditionnelle s'exerce officieusement, pas officiellement. Pourquoi? Parce que cette médecine n'est pas acceptée dans les officines de traitement étatique. Je ne dis pas moderne, étatique même. D'accord. Parce que cela n'est pas encore, ce n'est pas encore évident. Mais quand même, on sait que sur le plan communautaire, la médecine traditionnelle se porte très bien et les gens en font confiance. Vous savez que même aujourd'hui, on peut dire la reconnaissance d'un tradithérapeute, c'est la reconnaissance communautaire. Elle n'est pas encore administrative, même si ça évolue vers l'administratif. Donc, ce qui veut dire que la médecine, par rapport à son statut, elle est bien portante. Vous pouvez constater que au début de cette pandémie, il y a eu des prévisions selon lesquelles l'Afrique doit s'attendre au pire. Ouais. Pour ça, les gens tremblaient, mais nous, ça nous faisait vraiment rire, parce qu'on savait de quoi il s'agissait. Ah bon? Oui, on savait de quoi il s'agissait, et il ne faut pas se voiler les faces. Les Togolais et les Africains sont retournés vers les astuces substitutionnelles pour pouvoir se renforcer et être ce qu'ils ont aujourd'hui. Même si officiellement le travail n'est pas aussi quantifié, les résultats non quantifiés démontrent que l'Africain a quelque chose. Sinon, le Covid n'était pas quelque chose qui nous annonçait de bonnes choses. L'Africain a quelque chose, la médecine africaine a quelque chose, la médecine traditionnelle a du potentiel. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle du potentiel, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? On parle du potentiel. Quand on parle du potentiel, on fait allusion à des capacités dont les gens disposent pour se servir dans la prévention et dans la curation et dans l'amélioration de leur santé. Donc la médecine traditionnelle étant une médecine qui englobe tous ces aspects et même qui est comment dit-on, la grotte d'Ali Baba qui fournit à la recherche les éléments. Donc il faut savoir que le potentiel, c'est dans le savoir-faire et le patrimoine. Ce qui veut dire que le potentiel est dans le fait qu'on peut utiliser l'approche traditionnelle pour se prévenir. On peut utiliser l'approche traditionnelle pour guérir. On peut utiliser l'approche traditionnelle pour traiter, soit par les comportements, soit
par le traitement, soit par l'utilisation des produits de prévention. Très bien. Monsieur Akpagan, Seydi Mohamed, en parlant du patrimoine, je suppose qu'il est en train de parler du patrimoine éco-floristique. Est-ce qu'au Togo, nous disposons de ce patrimoine-là qui est riche et varié en matière de plantes médicinales? L'accessibilité, la disponibilité de ces plantes-là, est-ce que nous les avons suffisamment? Oui, bien sûr, nous les avons suffisamment. Pour preuve, il y a une herborisation participative qui a été organisée la fois dernière. On a fouillé dans les 5 régions du Togo. Effectivement, on était resté vraiment ébahis par suite de ce qu'on a collecté. Et le résultat était énorme. Très bien. Avec tout ça là, on voit déjà que nous avons la même mise sur quelque chose qui peut nous aider. C'est pourquoi on parle de la potentialité et de ce que nous avons. Avec ça, là, on peut évoluer et on sait que le Togo aussi a cette richesse qui peut faire face à la riposte contre la Covid-19. Vous avez parlé de l'herborisation participative nationale. Justement, cette herborisation participative nationale a été une opportunité offerte aux acteurs de la médecine traditionnelle. Cette herborisation a regroupé des enseignants-chercheurs des universités, des praticiens et des doctorants. Quel est l'intérêt de cette herborisation et comment s'est-elle déroulée? Nous allons écouter tout de suite M. Essay Joseph. Il est pharmacologue. On a parcouru de Saint-Cassé jusqu'à Lomé. Et dans les 5 régions, nous avons parcouru 15 milieux écofloristiques où nous avons rien que des plantes médicinales qui ont été rencontrées. Alors, on a utilisé la politique de terre brûlée. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, on a mis en place 4 groupes. Dans chaque groupe, nous avons un enseignant-chercheur, ou bien des praticiens de la médecine traditionnelle. On a également des doctorants. Donc quand on va sur le terrain, on va explorer tout ce que tout un chacun connaît comme plante médicinale. Tout ce que toi tu connais qui traite quelque chose, va le prélever. Alors quand chacun le prélève maintenant et qu'on rentre, on va faire ce que nous appelons la mise en commun. Et au niveau de la mise en commun, chacun dira le nom vernaculaire de la plante prélevée. Et alors, à un moment donné, on fait la galénique. Et c'est quoi la galénique? Quand moi je l'ai prélevée, ça traite quoi? Donc je dirais à l'ensemble, cette plante, d'après ma connaissance, traite telle maladie ou telle pathologie. Alors l'autre, quand je termine, l'autre va dire, ah moi aussi je le connais. Dans ma langue, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais nous l'utilisons plutôt pour tel traitement. Donc ce qui fait que quand l'ensemble de 5 à 6 personnes qui sont dans l'équipe, voire 7 également, donc sur la même plante, moi je viens avec telle information, peut-être 3 autres personnes vont apporter autre information à moi que je ne connaissais pas auparavant. Donc ce qui fait qu'en rentrant, j'ai une information enrichie sur la plante médicinale que je connaissais auparavant, mais qui devient encore une autre richesse pour moi aujourd'hui. Donc ce qui fait que la connaissance africaine se mutualise et ça se développe. Voilà. Mais sorti de la galénie, je veux dire que sur les 15 zones éco-floristiques du Togo qu'on a eu à visiter, on a récolté 362 plantes médicinales. C'est un grand record. C'est pas parce qu'on est parti chercher pour vous chercher, mais ce sont des plantes qui efficacement traitent quelque chose. Et la galénique a été faite également sur l'ensemble de ces plantes-là, ce qui fait qu'on a une richesse aujourd'hui. Si on plante 362 plantes, on va voir le pléthore de maladies que chaque plante traite. Et vous êtes sûr, on peut enrichir la pharmacie africaine pour le développement de la médecine africaine. Si on a pensé à la Covid, oui, bien sûr, c'est-à-dire aller recueillir des plantes qui pourront nous aider pour traiter la Covid-19. Bien sûr, parce qu'on sait que c'est un virus qui est à la base de la Covid-19. Donc, les praticiens également connaissent des plantes pour traiter les cas de virus. Donc maintenant, ça a été récolté, mais il est question de passer maintenant au laboratoire. Et c'est le travail de l'université. Donc, passer maintenant au laboratoire et vérifier est-ce que la plante a cette activité qui a été donnée en tant que propriété. Donc c'est à vérifier maintenant au niveau des laboratoires. Donc aujourd'hui, on ne peut pas affirmer que voilà, on a eu des plantes qui traitent la Covid directement. Non, on va passer au laboratoire avant de sortir maintenant ces résultats-là. Et je m'en vais dire qu'il n'y a pas de différence entre la médecine traditionnelle et la médecine des hôpitaux. Nous l'appelons moderne. Bon, je l'appelle médecine des hôpitaux. Pourquoi? Parce que les produits que nous avons dans les pharmacies, la plupart sont issus des plantes. Donc comme la plupart sont issus des plantes, donc ce que nous sommes partis prélever également sont des plantes que nous connaissons. Et je m'en vais rappeler que nos grands-parents ne connaissaient pas la pharmacie.
des hôpitaux. Mais ce que nous oublions, c'est qu'eux, ils ont plus duré sur cette terre plus que nous. Et pourquoi? À chaque pathologie, ils ont la plante médicinale qu'il faut pour traiter leur maladie. Donc quand il y a un petit bobo qui se met en place, rapidement il s'envoie, il cherche, et puis l'enfant est guéri. Lui-même il est guéri. Donc ce qui fait au fur et à mesure que tu traites tes pathologies, tu évolues. On ne va pas dire qu'en Afrique, il n'y avait pas eu de virus. Les virus sont un peu partout, sont cosmopolites. Donc ce qui fait que nos grands-parents avaient déjà la solution à ces problèmes-là. Et je suis sûr que les plantes que nous avons recueillies également, si on va au laboratoire, sorti de ça, on va avoir des plantes qui seront efficaces contre le Covid-19. Voilà, 362 plantes ont été recensées, recueillies ou bien prélevées. C'est un record, comme l'a dit tout à l'heure M. Akpagan. Je me tourne vers vous, M. Seydi Mohamed. Vous enseignez la phyto-médecine depuis quelques années déjà, dans des structures de formation Bac+, que ce soit au Bénin ou bien ici au Togo. Alors, est-ce que vous avez de nouvelles approches que vous mettez dans vos cours concernant la riposte contre la Covid-19? Cette question elle est pertinente. Vous savez, à chaque action, chaque réaction. Et l'art d'enseigner, c'est l'art d'être avec le temps et l'espace. Être dans le temps et dans l'espace. L'approche, dans nos curricula d'enseignement, nous avons déjà les programmes déjà établis. Mais nous avons ce que nous appelons approche capacitaire. Cette approche capacitaire définit les situations d'urgence quand vous êtes en train de faire quelque chose. Donc cela a changé beaucoup de choses par rapport à notre enseignement, mais si ce n'est pas officiel. Parce que il faut voir, vous enseignez les pathologies à vos étudiants et brusquement vous êtes en face d'une pandémie, vous êtes obligé de parler de cette pandémie et de donner l'historique des pandémies qui ont été, faire la comparaison et maintenant donner l'approche que... donc notre approche ici dans l'enseignement n'est plus, comment dit-on, ce que nous appelons comme conférentiel et autres, donc il devient l'approche, ce que nous appelons l'approche de recherche, comment dit-on, d'enseignement, de recherche et de recherche-action. Donc nous avons adopté cette approche pour que l'étudiant, l'apprenant, soit dans le truc, il apprend et il exerce directement, parce qu'il n'y a pas le temps. Le temps, ça presse. Oh oui. Monsieur Akpagan, oui, 362 plantes, c'est ce que Monsieur Essay Joseph nous a dit tout à l'heure, oui, au cours de votre tournée dans le cadre de l'herborisation participative nationale. 362 plantes recueillies, recensées et prélevées. Alors, est-ce que parmi ces plantes-là, il y en a forcément, il a dit, qui peuvent traiter les symptômes de la Covid-19? La fièvre, la toux par exemple. Oui, bien sûr, il y en a. Parce que ce sont des plantes dont les capacités en médecine ou même médicinale ont été exercées par nos parents, nos grands-parents aussi, et ils ont une connaissance qui est déjà là. Et cette connaissance est transmise au bon nombre de personnes parmi nous, et aussi le pourquoi il faut formuler ça comme ça pour atteindre l'objectif est aussi accepté. Alors donc, si déjà au temps de nos parents, ils traitaient des symptômes, comme vous venez de le mentionner, et ce sont ces symptômes aussi qui aussi qualifient que Covid est en action dans notre milieu. Parce que vous et moi, aucun docteur au Togo aujourd'hui n'a pas encore vu le virus même avec ses yeux, mais c'est les symptômes que nous traitons. On sait qu'il y a une maladie, il y a la pandémie qui ravage les gens. Alors donc, ces symptômes ont été traités depuis des temps
des symptômes similaires ont été traités depuis des temps par nos parents. Et nous avons cette connaissance. Donc en faisant une coalition de cette connaissance, nous pouvons atteindre l'objectif qui est la riposte contre Covid-19 aujourd'hui. Et nous sommes sûrs. Et M. Okwejo avait dit quelque chose, que quand la maladie était annoncée comme ça, que le praticien, lui, il avait la pleine assurance. Et pourquoi? Parce que quand on a vu la manifestation de la maladie, on ne sera jamais contre les dispositions prises par le gouvernement ou bien par l'OMS. Les mesures barrières et autres, là, on doit quand même les respecter. Tout à fait. Voilà. Mais nous avons vu déjà, ça a tourné dans notre tête que, ah, ok. Alors quand on prend ça, que jadis nous avons, alors on peut faire face à la situation. Ok. Et tout à l'heure, vous avez bien dit que la médecine traditionnelle se porte bien. Vous êtes toujours sur le terrain. Mais M. Seydi Mohamed vient de dire que vous exercez la médecine, mais de façon officieuse et non officielle. Alors, je voudrais vous demander à qui la faute. Est-ce qu'il n'existe pas au Togo une politique nationale qui fait la promotion de la valorisation de cette médecine-là? C'est ce que vous voulez me dire ce soir, M. Akpaga? Oui, madame, la question est la bienvenue. Vous voyez, il est vrai, on a mené cette lutte depuis des temps. Moi, je peux dire qu'en 1992, dans ce pays, nous avons écrit des pages laissées au ministère de la Recherche scientifique. Bon, la situation, disons, n'était pas bonne pour qu'on soit toujours ensemble. Il y avait eu une instabilité. Voilà. Bon, maintenant, effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas indexer, comme l'a dit Sapatemane, avec la main gauche. Déjà, c'est ce que je disais qu'on a bien fait, le ministère de la Santé a déjà dépêché une équipe pour voir est-ce qu'il y a une possibilité pour pouvoir faire face à cette maladie. C'est bon. Maintenant, l'état de lieu que vous avez mentionné, et ça, j'ai dit, on saura répondre. Maintenant, nous-mêmes, aujourd'hui, la Covid-19 a ouvert les yeux à tout le monde. Et sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Alors maintenant, nous invitons le ministère de la Santé à prendre à bras le corps. Voilà. Votre secteur. Notre secteur et notre contribution que nous pouvons apporter sera efficace. Il est vrai, nous ne sommes pas détenteurs de toute connaissance sur le corps humain. Et son créateur est le grand maîtriseur de la situation. Mais le peu que nous connaissons, nous pouvons porter ça à la connaissance de nos frères parce que nous aimons nos prochains et nous aimons tout le monde. Donc on ne peut pas rester indifférent dans la situation. On est prêt pour apporter notre contribution. Vous êtes prêt pour apporter votre contribution? Avant, on reprochait à votre secteur qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré. Est-ce qu'aujourd'hui, le secteur de la médecine traditionnelle, il est structuré, bien organisé? Ok, merci pour la question. Il avait dit que c'était officieux, n'est-ce pas? Parce que c'était reconnu peut-être dans la localité, d'abord dans la maison, que papa fait ceci. Et le quartier, c'est que c'est lui qui fait ceci. Et après, de bouche à l'oreille, la communauté de bouche à l'oreille, voilà. Mais je peux dire aujourd'hui qu'il y a des praticiens de loin ou de près qui sont sollicités pour traiter certains cas. Donc, il en est ainsi. Il va falloir que on revoie la situation. Voilà, on revoit la situation et on peut écouter certains praticiens et on peut prendre une belle disposition pour la valorisation de cette connaissance. Les autres pays que nous voyons, même les Occidentaux, eux tous ont commencé comme ça. Ou bien, nous avons dit que c'est la médecine, mais la médecine maman. Et je pense qu'elle a plus de connaissances. Très bien. Monsieur Seydi Mohamed, tout à l'heure, le docteur pharmacologue Joseph Essay
a parlé de 362 plantes et il a également évoqué le laboratoire parce que lorsque ces plantes-là sont cueillies ou bien récupérées, il faut les envoyer dans un laboratoire pour des recherches. Alors, on a appris que vous êtes en train de monter un grand laboratoire dans la préfecture de Tchamba. Alors, dites-nous, un laboratoire qui va prendre en compte la fabrication des phytomédicaments. Et qu'est-ce qui a motivé cette initiative? Merci beaucoup pour la question. C'est le défi. Quel défi? Le défi de l'obligation de valoriser notre patrimoine, et notre savoir et notre savoir-faire ancestral qui... Qu'on parle de la potentialité de peu, parce qu'au début, vous savez que nous avons ce que nous appelons la catégorisation des médicaments dans la pratique de la médecine traditionnelle. Même le législateur a catégorisé en 4 catégories de médicaments, mais le praticien connaît plus ce que nous appelons le médicament du thérapeute, ce qu'en Occident on appelle communément le médicament de la grande mère. Donc ce médicament de la grande mère, il est encore plus écologique, il est encore plus... Mais quand même, avec l'évolution et le fait que la population a grandi, il faut vraiment mettre à la disposition des consommateurs en santé qui vont les produits déjà qu'on appelle, qui vont dans la deuxième catégorie qu'on appelle les MTA, les médicaments traditionnels améliorés. Oui. Donc ces médicaments doivent suivre les normes hygiéniques en ce qui concerne leur hygiène toxicologique, leur catégorisation et leur hygiène biologique. Ça doit répondre à certaines normes. Voilà. Donc le fait que pour arriver à cet objectif, pour produire les produits de qualité, il faut avoir des laboratoires aussi de qualité. C'est le lieu de remercier notre mentor qui est le professeur Koudouvo, qui nous a vraiment donné cette idée depuis un temps pour nous dire que vous ne pouvez pas faire évoluer cette médecine si vous n'avez pas vos laboratoires. Parce que ce que nous envoyons dans les universités, dans les centres de recherche qui ne sont pas pour nos tradithérapeutes, c'est trop cher. Le praticien qui a un peu quelque chose, une potion qui peut aider, mais il ne fait pas ça souvent pour l'action lucrative. Mais maintenant, ce laboratoire va venir pallier à ces problèmes de manque des officines où on peut aller voir cette toxicité et faire quoi que ce soit. Donc ça va nous amener à compétir sur le marché pour avoir les AMM. C'est pourquoi il faut aussi remercier la direction de la pharmacie qui nous a même donné l'autorisation de faire rentrer nos machines. C'est ça. Il faut remercier aussi la direction de la recherche qui, à part la reconnaissance qu'elle nous a donnée avec le directeur, j'ai pris que Dieu le bénisse, qu'il fasse que, à partir de lui, nous remercions le gouvernement qui a mis ces instances pour faciliter nos tâches. Donc avec ça, nous sommes... Mais est-ce que vous avez les moyens suffisants de cette initiative? En matière de finances, est-ce que c'est vous seul qui fassiez faire face à ce projet d'envergure? Monter un laboratoire de qualité, vous l'avez dit, mais ce n'est pas une petite affaire. Oui, en matière de recherche, une personne ne peut pas avoir les moyens. Nous sommes une structure ONG, donc nous avons les partenaires Nat Pharmaco américains, qui est en Northern Carolina, qui est avec nous. Il y a les directions, il y a tout, il y a l'université qui est avec nous. Merci beaucoup. Nous allons évoluer dans cette émission. Tout à l'heure, nous parlions de l'herborisation participative nationale. En fait, on l'avait dit, c'est une opportunité qui a été offerte, ou bien une occasion qui a été donnée aux acteurs de la médecine traditionnelle d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de la phytothérapie. Une manière aussi de valoriser les plantes médicinales quant à leur utilisation et surtout leur efficacité à soigner
des maladies, ceci à travers de nouvelles notions et techniques d'approche. Nous allons écouter 2 participants à cette herborisation. Tout de suite, leur impression. La femme occupe une très grande place dans le domaine de la médecine traditionnelle. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque déjà à la maison, les enfants ont de petits soucis de santé, c'est la femme qui s'en occupe. Même bien avant de faire recours à la médecine conventionnelle déjà, la femme joue un rôle très important et primordial. C'est-à-dire aller vers les plantes, faire de petites compositions, la décoration de quelques plantes données à l'enfant avant de pouvoir faire toute autre chose. Le parcours de l'herborisation participative était à la découverte de la biodiversité du Togo. Et c'était très alléchant, d'autant plus que, en tant que femme, d'abord, j'ai eu la responsabilité de diriger une équipe composée uniquement d'hommes. Là déjà c'est un plus. Et si j'étais partie avec une connaissance, je pense qu'aujourd'hui je suis de retour avec plusieurs. Donc ça a été très très bien. Si on nous demandait de recommencer, je serais toujours partante. L'intérêt des étudiants doctorants à participer à l'herborisation nationale réside dans le fait que nous nous approprions de nouvelles idées, de nouvelles techniques et approches à mieux concevoir ce qu'est les plantes et leur importance, aussi bien en santé humaine qu'en santé animale et aussi l'environnement en général. Alors pendant cette période, nous avons eu la chance de côtoyer, puisque nous étions ensemble avec les enseignants, chercheurs, les praticiens de la médecine traditionnelle. Nous avons eu de nouvelles notions par rapport à l'utilisation des plantes et des techniques pour associer telle ou telle plante, tel ou tel autre organe dans les conditions requises pour mieux affronter les différents maux qui minent aussi bien notre santé en tant qu'être humain que les animaux qui sont autour de nous. Puisque nous participons à la recherche, dans un premier temps, nous pouvons dire que nous pouvons reprendre cette activité dans n'importe quelle région du continent africain, où nous pouvons maintenant emboîter les pas à nos enseignants pour dire voilà, vous nous avez montré telle activité, nous sommes en mesure de pouvoir conduire d'autres étudiants comme nous et d'autres praticiens de la médecine traditionnelle d'autres horizons à expérimenter cette activité. Et d'un second point, ce que nous sommes en mesure de faire maintenant, c'est reconnaître assez de plantes juste en voyant les plantes ou en essayant d'humer les odeurs de ces plantes, à les identifier facilement pour dire voilà, nous sommes en présence de telle plante et voilà, telle plante peut au moins guérir telle maladie en utilisant telle partie de la plante. Voilà, Monsieur Akbagan, vous avez un centre, je l'ai dit tout à l'heure, un centre médico-social qui a pour nom Sauvons la vie humaine. Et dites-nous, quel est l'apport de votre centre dans la lutte contre la Covid-19 ? Qu'est-ce que vous apportez comme action concrète pour accompagner le gouvernement dans cette lutte à travers votre centre ? Merci madame. Et effectivement... Parce que si vous êtes là dans cette émission ce soir, c'est parce que quelque part votre centre fait quelque chose dans la riposte contre la Covid-19, vrai ou faux? Vrai. D'accord, dites-nous. Ok. Effectivement, notre centre, nous avons l'ONG ACCRAPED qui subventionne ce centre, a quand même essayé de sensibiliser d'un bon nombre de personnes à respecter spécialement les mesures barrières
le programme est établi par le gouvernement, et ça c'est très important. Oui. Donc nous avons mis les choses à la disposition de tout le monde, voire même pour le public. Il y a un qui est dehors du centre, même un passant aussi peut toutefois s'en servir et pour être en bon état dans son trajet. Alors, donc, notre centre essaie un peu de parler aux gens, de ne pas minimiser la pandémie. Surtout les mesures barrières. Surtout les mesures barrières aussi. Parce que parfois, il y a même des collègues parfois qu'il faut rassurer que nous ne devons pas sous-estimer cette maladie-là. Et d'ailleurs, quand les maladies abondent aujourd'hui, c'est aussi en quelque sorte disons une prophétie divine que nous devons accepter et nous devons faire face à ces maladies. Nous ne pouvons pas tout guérir ou tout faire, mais nous allons faire le maximum parce que c'est à l'encontre de nous. Et on ne peut rester bras croisés. Il faut faire quelque chose. Donc nous avons pris sur nous de parler aux gens et d'installer tout ce qu'il faut. Donc vous êtes beaucoup plus dans la sensibilisation. On est dans la sensibilisation, on est aussi dans la prévention. Dans la prévention. Oui. Par exemple, les gens qui viennent au centre, il y a une formule de la phytothérapie que d'abord nous donnons à certains et aussi s'il faut le faire, s'il faut le dire, prescrit aussi aux gens pour la prévention. On est atteint de Covid ou pas, on prend ça à titre préventif. Ça. Et ça aide tout le monde à pouvoir essayer d'atténuer un peu si jamais on a chopé le virus, on ne sait pas. Voilà. Et aussi, puisque nous avons eu des patients qui faisaient la maladie. Est-ce que ce sont des choses qui ont été étudiées de commun accord avec les chercheurs scientifiques, les chercheurs de l'université? Par exemple... ce que vous donnez aux gens à titre préventif, comme vous venez de le dire, est-ce que ça a été étudié, ça a été approuvé par le conseil scientifique, par exemple? Comme M. Okoyo vient de dire qu'ils sont à pied de pour un laboratoire, bon, nous, en décembre dernier, avec l'aide de professeur Kourouva, avec CFOPlan, nous avons quand même fait un voyage sur Burkina Faso pour voir comment on peut se procéder à améliorer notre formule ou bien notre fabrication des produits phytothérapie. Donc dans cette pharmacie d'ethnopharmacologie, on a appris beaucoup de choses parce que ce sont des cours régionaux qui nous ont aidés à savoir comment améliorer la composition des choses. Alors on a donné aux docteurs, on a essayé, et puis, mais il n'y a pas de test, disons, scientifique en tant que tel. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur Sidi Mohamed, bien Malam Kalao, honnêtement, dites-nous ce soir, quel est votre point fort dans la lutte contre la Covid-19? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui pour la population ou bien pour accompagner les actions du gouvernement dans la riposte contre la Covid-19? Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Comme d'habitude, comme cela est de la nature, l'homme a ses points forts et ses points faibles. Ses points faibles. Au premier abord, il faut savoir que nous, on n'attendait pas la Covid-19. Personne ne l'attendait d'ailleurs. Oui, donc, elle est venue nous surprendre. Oui. Mais quand ça nous a surpris, on a pris les dispositions. Quelles dispositions? Au premier abord, il y a les phases de sensibilisation que nous avons fait. Et il y a les phases de renforcement du système immunitaire avec les plantes qu'on connaissait avant pour la prévention. Et il y a les phases de conseil que nous donnons à ceux-là qui font déjà les symptômes qui ressemblent à ces symptômes de la COVID. Mais si nous n'avons pas l'élément
prouvant que c'est la COVID. Donc, parce que je vais commencer par cette dernière partie avant d'entamer l'autre partie, les premières parties. Parce qu'au premier abord, nous, praticiens, on ne peut pas savoir que c'est le Covid quand le patient fait. Mais notre système, c'est de faire quoi? C'est de traiter les maladies opportunistes. Quand cela arrive, la première des choses, on conseille d'aller de l'autre côté. Du côté scientifique. Oui, oui. De la médecine, voilà, de la médecine conventionnelle. Pourquoi vous pensez que la médecine traditionnelle n'est pas scientifique? Non, ce n'est pas nous qui le disons. C'est-à-dire que votre méthodologie, elle n'est pas scientifique. C'est vous qui le dites. Après, on va chercher les scientifiques qui vont venir. On va parler de ce qui est scientifique. Voilà. Donc, il faut dire côté conventionnel. Voilà. Parce que nous sommes tous scientifiques. Oui, que ce soit traditionnel, que ce soit l'autre, mais conventionnel. C'est parce que vous n'avez pas une approche scientifique qu'on vous le reproche. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis ce soir dans cette émission. Ce n'est pas vous, c'est pourquoi on veut que les scientifiques soient là. On va voir l'approche. Donc, ok, maintenant, quand on les envoie dans les hôpitaux, on dit, allez-y. Si on confirme la plupart des cas qu'on a envoyés, si nous on voit que c'est par rapport à l'information que nous avons eue, ceux qui sont là-bas, ils restent. Ils ne reviennent plus. Donc, ce qui fait que nous, on n'arrive plus à donner nos produits et c'est l'hôpital qui s'en charge. Ça, c'est ce point-là. Mais quand même, d'autres refusent d'y aller parce qu'ils ne veulent pas qu'on les garde. On ne peut pas les laisser. On est dans notre carcan de quoi? De la reconnaissance communautaire. Et on les accompagne par la plupart. Nous, on ne fabrique pas les médicaments pour leur donner. On dit, selon la connaissance ancestrale, il faut utiliser ceci. Et on fait ça dans l'approche alimentaire, c'est-à-dire alicamentaire, c'est-à-dire si tu prends ça dans l'alicament, dans le médicament, donc et d'autres ne revient plus, d'autres disent qu'il y a et c'est juste aussi un traitement traditionnel symptomatique. Symptomatique. Voilà. Donc pour la sensibilisation, comme je parlais, nous sommes une association de soins. Nous avons fait une action. Cette action, elle a été le complément de l'action initiée par le comité. Quel comité? Le comité préfectoral de Tchamba de la lutte contre Covid-19. Quand on a commencé à fermer les mosquées, moi je suis le président de l'Union musulmane, le préfet de Tchamba, il nous a vraiment associés dans tout. On est parti pour sensibiliser les gens. Il faut avoir à notre côté un membre de l'association qui connaît un peu le système traditionnel de lutte contre les pandémies. Ça, on a utilisé ça et on a invité aussi les religieux, surtout les musulmans, qui connaissent l'approche islamique de lutte contre les pandémies. Donc on les a associés dans nos tournées, ils prennent la parole et ils sensibilisent selon ces approches et ça a beaucoup marché. Très bien. Donc ça veut dire que depuis que cette pandémie a commencé chez nous au Togo, vous êtes de plein pied dans cette lutte-là, aux côtés du gouvernement. Nous sommes de plein pied et nous remercions parce que si nous, à Tchamba, dans la préfecture de Tchamba, nous, on a pu vraiment être en plein pied, c'est grâce à la facilitation de notre préfet. D'accord, merci beaucoup. Les avantages de cette... vous savez, lorsqu'on parle de l'herborisation, on l'a dit tout à l'heure, c'est cette opportunité qui a été offerte aux acteurs de la médecine traditionnelle d'aller vers des connaissances beaucoup plus approfondies concernant les plantes médicinales. Alors, quels sont les avantages de ces avantages? Les avantages de l'herborisation participative nationale sont largement appréciés. Alors, Michel Akpo, c'est aussi un praticien de la médecine traditionnelle. Il se prononce sur ces avantages-là et en tant que praticien de la médecine traditionnelle, il a voulu nous faire découvrir 2 plantes ce soir dans l'interview qu'il nous a accordée. Nous allons l'écouter tout de suite. L'herborisation, c'est arriver à identifier une plante ou une herbe
pour qu'on sache, pour que les autres sachent exactement ce que tu es, et si vraiment tu connais la plante là. Donc, puisque nous sommes ensemble, il y a certaines plantes que moi je connaîtrai. Je vais la voir comme ça, mais je ne saurais même pas tout ce que la plante contient comme vertu. Et donc, au cours de l'herborisation, dans l'herborisation, on s'échange. Et ça a commencé par l'appel que le docteur Koudouvo nous a lancé. Et en novembre 2018, nous nous sommes rassemblés et on a fait ensemble l'herborisation. En avantage, comme je l'ai dit au début, il y a certaines plantes que nous connaissons virtuellement comme ça, mais au fond, tu ne fais que voir la plante, mais tu ne la connais pas. Mais au cours de l'herborisation que nous avions eu à faire en 2018, nous nous sommes retrouvés devant beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses avec. Ça nous a donné beaucoup d'avantages. Nous avons un problème chez nous en Afrique, et que nous n'aimons pas transmettre. Si bien que moi je le dis souvent que quand vous connaissez quelque chose et que vous ne transmettez pas, ça veut dire que vous ne connaissez rien. Et donc à travers l'herborisation, je dirais que tout ce que nous connaissons, si quelqu'un nous approche et nous demande la vertu d'une plante, comment est-ce qu'elle est, il faut transmettre. Donc, puisque nous avons eu à gagner en cela, nous devons aussi demander aux autres de faire comme nous l'avions fait. Cette plante communément appelée ciel et terre, et ayant comme nom scientifique Jatropha multifolia, est un antibiotique très fort. Je donne un exemple. Quand vous êtes coupé par une arme blanche, je veux dire, et que le sang sort, il suffit de prendre une feuille comme ça, il y a la sève qui sort. Vous récupérez la sève, là, vous l'appliquez dans la plaie neuve surtout. En 3 jours, ça se cicatrise. Ça, c'est un antibiotique très très fort. Et on l'utilise aussi ça se consomme aussi dans beaucoup de choses. Bon, l'aloe vera, c'est un antibiotique aussi très fort. Sinon, en bref, c'est un réformateur du métabolisme, communément appelé Adi-Adi. Il y a d'autres qui l'appellent l'osiké, ainsi de suite. C'est une plante qui guérit presque tous les maux. Mais le fait n'est pas de prendre 1, 2, 3 litres d'aloe vera et dire bon, je me suis traité avec l'aloe vera, 3 litres, et ça ne va pas. C'est un traitement de longue haleine, mais qui donne un résultat parfait. Voilà, nous allons dire merci. Puissant. Voilà, nous allons dire merci au vieux Michel Akbo. Il a parlé de l'aloe vera. Il a dit c'est une plante qui traite tous les maux. C'est bien ce qu'il a dit, vous l'avez entendu, monsieur Akbagan. Oui, nous l'avons entendu. Voilà, l'aloe vera est une plante tout. Et c'est ce qu'on reproche habituellement. Une plante qui traite combien de maux? Et quelle est votre réaction par rapport à ça? L'aloe vera, c'est vrai que tout le monde connaît cette plante-là, mais lorsqu'on affirme tout de go en disant que c'est une plante qui traite tous les maux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Bon, ça dépend de comment on l'utilise et ça dépend de quelle manière on l'utilise. Bon, il a une vérité là-bas propre à lui aussi. Oui, que je ne peux pas le critiquer pour l'instant. Voilà. Alors, peut-être si quelqu'un dit ça traite tout le mot, au lieu de dire d'emblée, oh, regarde ce menteur, essayons de fouiller un peu.
voir. Peut-être quand la personne commence à citer les mots, vous allez peut-être dire que ça va, ça me va. Oui, j'ai déjà une partie satisfaisante de ce que je veux et ça va. Alors donc, ça dépend de la manière d'utilisation et aussi de dans quelle formule faut-il peut-être l'insérer. Peut-être, voilà. Je pose la question, Madame Sidi Mohamed. Je pose cette question parce que lorsqu'on prend un phytomédicament, l'indication, ça dit que ça peut traiter 10 maladies, même plus. Un médicament traditionnel peut traiter jusqu'à 10 maladies et aller au-delà. C'est pour cela que ça ne m'étonne pas lorsque le vieux dit, par exemple, que l'aloe vera traite tous les maux. Est-ce que ce n'est pas une exagération, par exemple? Je peux dire que quand il a dit ça, moi je l'ai apprécié. Pourquoi je l'apprécie? Parce que, c'est de quoi ici, il dit, même si vous acceptez ou pas, c'est sa connaissance, au premier abord. Mais il faut aller sur des principes de ce qui est le médicament de la phytomédecine et le médicament de l'allopathie, qui est le médicament dans les officines pharmaceutiques. Les médicaments dans l'officine pharmaceutique, que nous appelons les médicaments allopathiques, c'est-à-dire conventionnels, sont des médicaments de synthèse. Sont des médicaments, les médicaments de synthèse, c'est-à-dire ils prennent le principe actif qui traite une seule maladie. Mais quand on veut faire un phytomédicament, on le fait dans le système de synergie. Ça, c'est holistique. Parce qu'une plante peut comporter en elle plus de 100 principes actifs. Plus de 100 principes actifs. Il y a des plantes qui peuvent même comporter. Donc, un produit thérapeute peut travailler avec 3 plantes, traiter beaucoup de maladies. Donc, tous ces principes actifs-là, dans la médecine, dans le conventionnel, on regarde seulement un principe, on l'isole, on en fait un produit chimique qui traite par rapport à ça. Mais quand le praticien lui prend son médicament, il prend déjà un médicament parce qu'il le laisse dans son environnement. Parce que c'est une entité pour nous. La plante est une entité. Il le laisse dans ton... Parce que nous on dit quand tu isoles un principe, tu l'as déjà agressé. Tu as déjà agressé l'environnement. Donc c'est pourquoi nous appelons la médecine conventionnelle comme une médecine agressive. Ah oui. Oui, oui. Donc maintenant, quand tu as la plante et que tu veux la préparer, ça va dépendre de quel principe toi tu veux utiliser. Je prends l'aloès, je dis que je vais utiliser 3 médicaments. Qu'il traite 3 pathologies à partir de la cueillette, la fabrication. Je sais que avec ça, avec ce principe que je vais dans la plante, j'ajoute ceci, et ça peut faire ceci. Et dans la prise, dans ce que nous appelons dans le système galénique. Donc c'est l'exemple, le petit exemple que je peux donner pour vous dire qu'une seule plante peut traiter 1000 maladies. D'accord. Quand on les sait fabriquer. Des autres plantes dont nous allons connaître quelques vertus. Nous allons rester toujours avec monsieur Michel Akpo. Il va nous présenter une première plante qu'on appelle le pissenlit. Le pissenlit est communément appelé angonto. Et l'autre plante qui a pour nom Edode Makpowe. Voilà. Et le nom scientifique, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Refolvia fromitoria. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors nous allons écoutez le vieux Michel Akpo dans la seconde partie de son interview. Tout de suite. Pissenlit, non vulgaire, non scientifique, lactuca. C'est une plante qui a une vertu très simple que les gens ne maîtrisent pas. Si vous avez un exemple, si vous avez le pied enflé, vous voulez que cela se dégonfle. Vous mettez la plante là, vous pilonnez. Est-ce que je me fais bien comprendre là? Vous pilonnez et vous
ramassez pour faire une plâtre sur le pied et vous bandez. Vous laissez pendant 2 jours. Avant d'enlever la bande le 3e jour, vous verrez qu'il y a eu sensiblement d'évolution. C'est-à-dire ça va régresser. Et quand vous aurez à continuer, vous aurez satisfaction. Mais attention, il ne faut pas que cela soit les séquelles d'insuffisance rénale et cardiaque. Il faut absolument consulter un médecin pour savoir s'il n'y a pas ces mots-là avant de faire l'application. Et donc, en nutrition, quand tu le prends, quand vous le prenez, quand vous prenez un gâteau en nutrition, ça apportera beaucoup de choses en vous. Ça fait fonctionner bien le foie. Bon, et d'autres personnes aussi l'associent encore avec d'autres plantes qui aident le foie. Cette plante, communément appelée Doré Makwawe ou Revolfia vomitole, est une plante, je serais très simple, comme l'indique son nom, Doré Makwawe. Ça veut dire que quand tu consommes ça, tu n'auras plus rien à faire. Et Doré, c'est un somnifère à haute dose. Quand je dis que c'est un somnifère, je ne recommande pas à qui que ce soit d'aller le prendre parce que ça a des effets très secondaires. Il y a aussi l'irrégularité des règles. Voilà. Quand une femme ne conçoit pas, mais il faut savoir donner la dose. Voilà, Monsieur Akwaga, j'ai bien aimé cette interview, surtout la partie où le vieux Michel Akpo disait que cette plante-là, c'est une plante somnifère, mais je ne recommande pas à quelqu'un d'aller le prendre parce qu'il a des effets, ou bien la plante, elle a des effets secondaires très importants. Vous avez aimé aussi? Je l'ai parfaitement aimé, je suis d'accord avec Monsieur Akpo, parce que je connais bien la plante là. C'est ça. Parce que quand il indique qu'il dit à quelqu'un d'aller faire pour dormir, on ne sait pas si la personne est déjà sujet d'HBS ou bien hépatite B ou hépatite C. Mais attention, avec la plante là, on ne blague pas. Quand on il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Et aussi, on ne sait pas si peut-être la personne a un problème de rein. On ne peut pas s'amuser. On ne sait pas si la personne est drépanocytaire. Ah ben ça, c'est encore grave. C'est encore grave. Mais tout de suite, la personne peut avoir les yeux jaunes. La jaunisse peut s'installer. C'est ça. Alors, mais un praticien peut toutefois utiliser la plante là à un drépano. Ah ben, vous voyez, donc c'est votre domaine. On ne peut pas dire à quelqu'un. Ce soir, on sent que c'est votre domaine. Alors, utiliser ça. Madame Sidi Mohamed, il existe un centre, l'unique centre étatique qui se trouve actuellement à Tchamba, dans votre préfecture. C'est le centre préfectoral de la médecine traditionnelle, un centre étatique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de soins en médecine traditionnelle. Alors, qu'est-ce que ce centre-là devient depuis qu'il a été inauguré en 2012? Est-ce que c'est toujours opérationnel, c'est fonctionnel? Oui, le centre de la médecine traditionnelle de la préfecture de Tchamba est un centre qui a été construit par l'État pour aider les praticiens de la médecine traditionnelle, surtout ceux qui font les cassures, les traumatismes, parce que c'est la spécialité, une des spécialités des fractures, une des spécialités de la préfecture de Tchamba. Okay. Donc la communauté a donné 3 hectares pour créer ce centre. De l'autre côté, le centre est créé, mais M. Koudouvo, avec ses chercheurs, nous ont aidé à aussi mettre une partie, les plantes médicinales de l'autre partie. Mais actuellement, je vais vous dire que le centre est en souffrance. Le centre est en souffrance parce que on a travaillé depuis, les gens ont travaillé, l'administration
n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le système traditionnel. La DPS avait voulu vraiment aider, mais l'approche n'a pas été très bien faite. Maintenant, il y a eu la difficulté de gestion parce qu'il n'a pas un comité de gestion proprement dit. Mais quand même, le travail continue. Actuellement, le centre est en réflexion pour que ça puisse marcher. Parce que quand ça a commencé, les gens qui affluaient, ce qu'ils faisaient ça. Maintenant, comme cette difficulté a fait que les gens, comme ils sont nombreux, les gens viennent et il n'y a plus d'espace. Les praticiens reçoivent les patients dans leur maison. C'est ça qui a été un grand problème de malentendu. Donc, il ne faut pas cacher la face, mais quand même, le centre fonctionne. Il est en train, quand on a mis le dernier bureau, ils ont déjà mis un comité de gestion. Et maintenant, ils sont en train de signer une approche un contrat de gestion avec notre association pour les accompagner. M. Akpagan même nous a promis d'apporter son expertise. Donc le centre est bien et bel là, mais il n'atteint pas encore le niveau qu'il devrait atteindre. C'est ça. Alors, M. Akpagan, nous tirons pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, vous êtes des acteurs de la phytothérapie et votre préoccupation majeure, je suppose que c'est la valorisation des plantes médicinales. Est-ce que vous y travaillez? Exactement. Quelles sont vos perspectives? Oui, déjà, nous avons commencé à ouvrir une pharmacie de la phytothérapie, parce qu'il le faut. Et maintenant... Elle se trouve où cette pharmacie? Dans les plateaux? Oui, dans les plateaux. Dans le plateau. D'accord. Oui, il va y avoir également une à Lomé ici. Il y a aussi des collègues qui ont déjà commencé. C'est ça. Parce qu'il faut que la population commence à sentir quelque chose. Il est vrai que c'est la première fois qu'on est avec vous ici en expliquant certaines choses. Il va y avoir encore d'autres. C'est ça. Parce que nous sommes là pour vous. Parce que le bagage que nous portons il est assez lourd. Est vraiment lourd. Pour se taquiner, on se disait parfois qu'avec le professeur, on est en train de transporter tout un poids de connaissances. On a d'abord les dépôts de connaissances des saints parents, si je dis les saints parents. Papa, maman, leur père et leur maman. Ah, vous voyez. En plus, ce que nous-mêmes nous avons appris. Donc la liquidité que nous utilisons maintenant, c'est ce qu'on a acquis. Et il y a encore d'autres connaissances en dépôt qui peuvent dépasser 1552 connaissances de phytomédicaments et de leur action. Alors, pourquoi ne pas aider d'autres centres, d'autres collègues à valoriser cela? Donc, c'est notre objectif, ça. Et il faut aussi souligner que le vieux, le doyen, il a parlé d'Amoto. Le savez-vous, il a parlé quand on... Oui, et puis ça, quand on a le pied enflé, il a parlé d'une application. Oui. Très correcte. Depuis des temps, on utilisait Amoto dans le cadre de prévention d'antitétanique. C'est ça. Vous voyez? Alors ça, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas arriver? On peut arriver facilement. On peut arriver facilement. D'accord. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle le thème de ce soir, c'est le potentiel de la médecine traditionnelle dans la riposte contre la Covid. Dernière question, votre conclusion, Monsieur Sidi et Mohamed. Si vous voulez faire de la prévention, bien vous voulez être dans la prévention contre la maladie du coronavirus, quelle serait cette prévention-là? Qu'est-ce que vous direz à la population ce soir? La première des choses,
de respecter les mesures barrières. Voilà. D'aller se faire vacciner. La vaccination aussi, elle est très importante. Oui, oui. On respecte les mesures barrières. Et après tout, la prévention de toute maladie exige une prévention vraiment qui va le prévenir l'attaque. Et aujourd'hui, on a les vaccins qui sont là. Mais après tout, il faut aussi aller dans la sainteté alimentaire pour ne pas prendre de n'importe quoi qui va casser notre système immunitaire et nous rendre plus malades dans tous les cas. Une alimentation saine. L'alimentation saine. Saine. Alors, M. Akpaga, il a dit tout à l'heure, renforcer l'immunité, le système immunitaire. Est-ce que vous voulez nous citer juste 2 plantes alimentaires que nous allons peut-être désormais faire entrer dans notre plat, dans nos plats, pour renforcer justement ce système immunitaire-là et faire face à la réponse contre la Covid? Oui, ok, merci madame. Il le faut, parce que si on a un système immunitaire très fort, on peut supporter. Qu'est-ce qu'on doit manger par exemple? Vous regardez votre caméra, elle est là, vous regardez dans la caméra. Vous vous adressez maintenant aux téléspectateurs, citez-leur 2 plantes alimentaires qu'ils doivent consommer régulièrement pour le renforcement de notre système immunitaire, pour éviter justement la Covid-19. D'accord. Avec les mesures barrières, bien sûr, et la vaccination. Ah oui, on ne va pas quand même minimiser la vaccination. C'était quand même pour les tradipraticiens un peu pesant parce qu'ils se disaient que peu importe ça, le taureau n'a qu'à arriver et on va faire face. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas fait vacciner, vous les tradipraticiens? Pourquoi c'est pesant pour vous? On n'a pas compris. Au départ, bon, finalement, ça veut dire que vous n'avez pas pris votre vaccin depuis là? Je l'ai pris. je l'ai pris. D'accord. Ouais. Alors, 2 plantes alimentaires à conseiller à la population ou bien aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Vous ne voulez pas partir quand même sans laisser de traces? Bon. Akpaga. Ok. Voilà. On peut préconiser l'utilisation d'un fruit qui est le citron. Voilà. Le jus de citron. Le jus de citron. Oui. Ou citronnade, s'il faut le dire. Pas le jus de citron, c'est mais citronnade. Qui contient de la vitamine C, oui. Voilà. Qui peut aider au moins la population. Mais il faut aussi une consommation modérée. Tout à fait. Oui, parce que ça rentre dans le sang et que... L'excès de toute chose est nuisible. Tout à fait. Oui. Pour que plus tard, on ne parle pas de certaines infections du sang et autres. Bon, et il y a aussi, il faut le dire, la consommation régulière aussi de on peut dire, peut-être du gingembre. Du gingembre. Ok. Ouais, consommation modérée. Ouais. Ça suffit. Ça va. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir présenté. Nous étions avec 2 professionnels de la médecine traditionnelle à ma gauche. Vous avez maître Oukpedjo Seidi Mohamed, alias Malam Kalao. Il est praticien de la médecine traditionnelle. Il réside à Tchamba. Et monsieur, à ma droite, monsieur Akpagan Komlanvi Godfrey, c'est ça? C'est ça. Voilà, il est le directeur promoteur du CMS Sauvons la vie humaine. Il réside du côté de la région des Plateaux, précisément à Atapamé. Donc, il y a un qui nous vient de Tchamba et l'autre qui nous vient d'Atapamé pour animer l'émission de ce soir avec nous. Merci, chers invités. Nous vous souhaitons un bon retour respectif. Merci, madame. Merci, madame. Voilà. Merci. Merci à l'équipe de la réalisation assurée par M. Katika Poincodo et à l'équipe technique grâce à qui cette émission a pu avoir lieu. Nous vous donnons rendez-vous le mardi prochain pour un nouveau numéro de votre émission. Santé d'abord, d'ici là, portez-vous bien. La vaccination reste la seule arme de prévention contre le Covid ou bien la Covid-19. Au revoir.